Le 22 mai 1885, un géant de la littérature s'éteint. On pourrait croire que c'est la fin de son histoire, mais non, bien au contraire. Sa mort en fait va déclencher un événement d'une ampleur absolument incroyable. Un événement qui va le faire entrer pour de bon dans la légende. 2 millions. C'est juste énorme. C'est le nombre de personnes, enfin d'après les estimations, qui se sont rassemblées pour ces funérailles nationales à Paris. Imaginez ça, 2 millions de gens, là pour rendre hommage, pas seulement à l'écrivain, mais à l'homme qui était devenu en quelque sorte l'âme même de la France. Alors la question qu'on se pose, c'est ça. Comment est-ce qu'un écrivain en arrive là? Comment devient-il la conscience de toute une nation? Pour comprendre, il faut aller voir derrière la statue, derrière le monument. Il faut découvrir l'homme, sa vie, qui a été incroyablement tumultueuse, ses combats, son œuvre gigantesque. Allez, c'est ce qu'on va explorer maintenant. Ok, première partie, un symbole de la République. Parce qu'en fait, la vie de Victor Hugo, c'est un peu le miroir de tout le 19e siècle français. Le type a tout connu, des révolutions, des empires, des républiques. Son propre parcours, personnel et politique, y colle parfaitement aux énormes bouleversements de son époque. Mais attention, avant d'être cette icône politique, Hugo, c'est d'abord un artiste, un poète, un dramaturge, avec une ambition, mais dévorante. Son but, c'était simple, faire exploser les vieilles règles de la littérature. Et cette ambition, on la voit très très tôt. Tenez, écoutez ça. Je veux être Chateaubriand ou rien. Il écrit ça quand il est encore ado, sur un simple cahier d'écolier en 1816. Ça pose le personnage, non. L'ambition, elle est déjà là, immense, dès le début. Le but, ce n'est pas juste d'écrire, c'est d'être le numéro 1, le plus grand. Et il ne va pas traîner. En quelques années à peine, il s'impose. D'abord, 1827, la préface de Cromwell. C'est son manifeste, le plan de sa révolution littéraire. Ensuite, 1830, la fameuse bataille d'Hernani. C'était une vraie bagarre au théâtre entre les classiques et les nouveaux, les romantiques. Et enfin, 1831, Notre-Dame de Paris. Là, c'est le triomphe. Total. Alors, ce mouvement qu'il dirige, le romantisme, c'est quoi au juste? Eh bien, en gros, il libère le théâtre et la poésie de leurs vieilles chaînes, de leurs carcans. On met en avant les émotions, le cœur, la passion, les contrastes. En bref, la vie, quoi, dans toute sa complexité, avec ses bons et ses mauvais côtés, le sublime et le grotesque. Et ce succès, il ne va jamais le quitter. Il y a cette anecdote géniale. Pour savoir comment Les Misérables est reçu en Angleterre, il envoie un télégramme à son éditeur. Dessus, juste un point d'interrogation. La réponse, un simple point d'exclamation. C'est tout. Tout est dit, non? Le succès est phénoménal. Ok, passons à la suite. Une voix pour le peuple. Parce que la gloire littéraire, ça ne lui suffit pas. Très vite, sa plume va se mettre au service d'autre chose. Ses convictions. Sociales, politiques, elles deviennent de plus en plus fortes. Il ne veut plus seulement décrire le monde, il veut le transformer. Dès 1829, il publie ce petit roman qui est un vrai coup de poing, Le dernier jour d'un condamné. Et il le dit lui-même dans sa préface quelques années plus tard, c'est un plaidoyer, ni plus ni moins pour l'abolition de la peine de mort. Là, on voit bien que son art devient une arme pour les grandes causes. Et ça continue. Une fois devenu député, il utilise sa position, sa tribune, pour défendre ceux qui n'ont rien. En 1849, il prononce son fameux discours sur la misère. Et ça secoue vraiment l'Assemblée nationale. Il ne fait pas que dénoncer, il va plus loin. Il cherche les racines du problème, les causes profondes de l'injustice. Et ce parcours, il montre vraiment son évolution. Parce qu'au départ, dans sa jeunesse, il est plutôt monarchiste, conservateur. Et puis petit à petit, il glisse vers la gauche, vers les idées républicaines, pour finir par devenir vraiment la voix des sans-voix. On arrive maintenant à une période vraiment charnière de sa vie. Un moment où la douleur la plus intime, la plus personnelle, va se fracasser contre la grande histoire. Et c'est ce mélange qui va forger l'homme et la légende qu'on connaît aujourd'hui. 1843. Hugo est au sommet de sa gloire. Et là, c'est le drame absolu. Sa fille, Léopoldine, qu'il adore, elle a 19 ans, elle se noie accidentellement avec son mari. Le pire, c'est qu'il apprend la nouvelle dans un journal, plusieurs jours après le drame. Le choc est inimaginable, tellement violent qu'il va arrêter d'écrire pendant des années. Cette phrase qu'on trouve dans ses poèmes, elle dit tout. « Je voulais me briser le front sur le pavé ». On ressent toute sa douleur. Et 8 ans plus tard, une autre tragédie. Politique cette fois. Hugo s'oppose de toutes ses forces au coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. Forcément, il est menacé. Il risque l'arrestation. Il n'a pas le choix. Il doit s'enfuir. Et alors là, en 1859, Napoléon III propose une amnistie. Et la réponse de Hugo, il la refuse. Avec cette phrase qui est devenue absolument mythique, « Je rentrerai quand la liberté rentrera ». Ce n'est pas un pardon qu'il veut, c'est le retour de la justice, le retour de la République. C'est là
qu'il devient le symbole de la résistance. Son exil va durer près de 20 ans, sur les îles de Jersey puis de Guernesey. Et on pourrait penser que c'est une période de silence, une retraite, mais alors pas du tout. C'est même tout le contraire. Ça va être l'une de ses périodes de création les plus intenses, les plus puissantes. C'est de son exil qu'il va lancer ses plus grandes œuvres. Jugez plutôt. Il attaque frontalement Napoléon III avec Napoléon le Petit. Il publie Les Châtiments, un recueil de poèmes d'une férocité incroyable. Il termine son chef-d'œuvre, Les Misérables, où toute son expérience de la douleur donne une force nouvelle à son combat contre l'injustice. Et enfin, il met des mots sur son deuil dans Les Contemplations, un recueil tellement intime. Et alors qu'on pense avoir fait le tour du personnage, poète, romancier, homme politique, eh bien, il y a encore une facette. Une facette surprenante, quasi secrète, de son génie. 4000, c'est beaucoup, 4000. Mais 4000 quoi? Pas des poèmes? Non. Ni des pages de romans? C'est le nombre approximatif de dessins que Victor Hugo a réalisés. Oui, Hugo était aussi un dessinateur, et un dessinateur prolifique et supervisionnaire. Il faisait ça sur un coin de table, avec un fond de café, des restes d'encre. Et il créait des paysages torturés, des trucs presque abstraits, d'une modernité incroyable pour l'époque. C'était peut-être une autre manière pour lui d'exprimer ce que les mots ne suffisaient pas à dire. Cette citation d'un historien de l'art, Henri Faucillon, résume tout. C'était une passion personnelle, complètement libre. Il n'avait pas d'ambition professionnelle avec ça. Il ne cherchait pas la perfection technique, pas du tout. Ce qu'il cherchait, c'était l'expression pure. Et c'est justement ça qui rend ses dessins si forts, si uniques. Alors, pour revenir à notre question du début, poète, romancier, homme politique, père, artiste, comment une seule vie peut contenir tout ça, tout un siècle? Finalement, peut-être qu'un écrivain devient la conscience d'une nation pas seulement avec ses mots, mais en embrassant absolument toutes de son époque, les espoirs, les combats, les douleurs et même l'art. Au fond, la vie de Victor Hugo, c'est un roman à elle toute seule, et c'est peut-être ça son plus grand chef-d'œuvre.